on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. On vous souhaite bien sûr un joyeux Noël ou en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. On ne pouvait pas vous laisser le 24 tranquille. On s'est dit avec Pierre Armand qu'il fallait quand même qu'on vous prépare un petit Hoop Culture. Voilà, mais saison des cadeaux oblige, on a eu envie de simplement de faire un épisode à la cool, tranquille, Pierre Armand et moi, où finalement, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'avec Pierre Armand, on se connaît depuis un petit moment, mais éloignement géographique et Covid aidant, on s'est même jamais rencontrés en vrai, on s'est jamais croisés en vrai. Du coup, il y a pas mal de choses qu'on connaît pas forcément l'un sur l'autre, sur notre passion pour le basket, la musique, la culture en général. Donc, on a eu envie d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et puis, forcément, on va retrouver des sujets qui devraient vous intéresser. Donc, on a eu envie de faire une émission tranquille, un peu comme si on était au coin du feu en ce 24 décembre pour discuter entre potes. Parce que voilà, c'est vraiment sympa de voir la petite communauté qui se crée autour de ce podcast. Donc voilà ce qu'on a eu envie de faire. Comment ça va, Pierre Armand, de ton côté? Bah ça va, j'ai mis mon petit pull de Noël bien chaud, là, bien doudou. J'ai ma petite souplette qui est prête pour me réchauffer. Donc voilà, il manque quelques elfes, des cadeaux autour. Mais voilà, je tiens juste à préciser quand même que si on ne s'est jamais rencontré, je te connais quand même un peu mieux que plein de gens que je vois tous les jours autour de moi. Donc voilà, quand même, c'est des belles rencontres en tout cas. Et c'est vrai qu'on est, à chaque fois quand on coupe l'enregistrement du Hoop Culture, ça arrive souvent qu'on se dise ah bon, mais je savais pas que tu préférais ça, que tu kiffais ça, que tu étais allé là, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu un speed dating en direct qu'on se fait à chaque fois, Théo et moi. C'est ça, j'en profite pour placer un petit coucou, un merci à Vincent Berthe de Society SoFoot et puis anciennement de Rap Mag et World Sound, puisque c'est par son entremise. C'est ça, oui, C'est qu'on a eu ça. l'occasion de se connecter. Donc voilà, un petit coucou à Vincent Berthe. Pendant le Covid d'ailleurs. Voilà, exactement. Allez, je vais me lancer, Pierre Armand. Je suis curieux de savoir. Alors, j'ai bien saisi que, comme moi, tu avais été marqué quand même par les Chicago Bulls et forcément par Michael Jordan. Et je suis curieux de savoir, à part Jordan, durant tes jeunes années, qui était ton joueur préféré en fait? Qui est ton joueur ou tes joueurs préférés? Et ça peut être alors, soit quand tu étais gamin, soit même jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, qui sont les joueurs qui t'ont vraiment le plus fait vibrer au bout du compte? Il y en a pas mal. Alors, après, je suis même pas sûr que, tu vois, Jordan, c'était une icône, mais tu vois, comme tu disais, Zidane, c'est une icône, mais c'est pas forcément ton joueur préféré, c'est-à-dire celui que tu vas voir, puisque tu sais que bon, c'est trop compliqué à approcher. C'est une bonne question. J'avais beaucoup aimé. Alors, actuellement, je te l'ai dit la dernière fois, c'est Demar DeRozan, que depuis des années, j'adore suivre et j'adore regarder parce que j'ai eu la chance de le voir jouer en vrai. C'est merveilleux dans la gestuelle, etc. Et je ne saurais pas qui te dire vraiment. J'ai pas un sentiment de supporter déjà depuis toujours. J'aime le basket tout court, donc à part, je pense, l'Espagne, à part, je pense, Chris Paul, à part Paul Pierce, j'ai jamais eu, Kevin Garnett, jamais eu vraiment de trucs qui font que je veux pas regarder ça à cause de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, on est un peu plus supporter à un moment donné, mais sinon, je regarde un peu tout le monde. J'ai pas de soucis. Et dans les joueurs préférés, forcément, à un moment donné, comme tout le monde, j'étais derrière Tipeee dans les campagnes d'équipe de France. J'ai beaucoup aimé regarder à chaque fois, et même maintenant, regarder Nicolas Batum, parce que ça nous représente. J'ai adoré Boris Dio dans l'époque, on en parlait la semaine dernière, dans l'époque, et Phoenix, mais encore plus l'époque Spurs 2014. Les Ginobili, etc. C'était toujours le fait de se dire, tiens, il y a tel match, mais j'aimais bien aussi le fait de regarder un match et de me dire, qui est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Parce que bon, quand tu regardes un match de basket, parfois, tu vois, il y a certaines équipes que tu négliges un petit peu, forcément, hein, surtout avec le League Pass. Tu choisis un petit peu les matchs que tu veux. Et on a un peu tendance à plus aller regarder le Lakers OKC ou que le Charlotte Indiana, c'est vrai, hein. Mais regarde, on a découvert un Tyrese Haliburton qui nous a permis de replonger sur la loose des Kings à ce moment-là. Voilà, c'est un peu comme, je vois le basket un peu comme, et c'est pour ça qu'on fait Haute Culture, comme la culture hip-hop, c'est-à-dire que
un joueur ou regarder une personne me fait replonger peut-être dans sa fac et puis en voyant sa fac découvrir un ancien glorieux de la fac, voir certaines choses et continuer comme ça. Hein. Par contre, si je t'entends dire que mon joueur préféré était forcément Muggsy Bogues parce que je ne dois pas être tellement plus grand que lui, Ah, je oui, t'aurais été prêt à faire le Marseille-Paris en 2-2 pour une colline droite, c'est ça? ah bah, je suis sur l'appli SNCF Connect. Cette coque que vous voyez là n'est pas du tout représentative. Elle m'a été offerte par ma fille pour un Noël, justement. Je la trimballe avec moi, mais elle n'est pas représentative de quoi que ce soit. Mais on m'a reproché dans les commentaires d'être trop pro de Jordan. Bon. Oui, oui, j'ai vu. Après, Et bon, pas, et c'était... pas, mais c'est Oui. parce que c'est un personnage qui nous a marqué à une époque où, encore une fois, sans vouloir faire le vieux con, on n'avait pas tant de matchs que ça et les chaînes de télévision, que ce soit Canal, évidemment, nous proposaient beaucoup plus de matchs avec Chicago, avec New York, que des matchs avec Indiana, avec Boston à l'époque dans les années 90 où ça fonctionnait plus, ou avec les Warriors qui marchaient pas fort. Donc c'est vrai qu'on voyait plus ces joueurs-là, plus ces équipes-là. Après, moi, j'ai kiffé John Starks comme jamais et j'ai kiffé Sam Cassell comme jamais parce que c'était des gars qui sortaient de nulle part. Un petit peu comme Jeremy Lin après, où ça a été mon dernier vrai gros kiff de basket. C'est vrai, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 10 ans, mais ma vraie grande émotion, en tout cas, était venue de là. Mais toi, alors du coup, qu'on a grandi sur les mêmes choses, quel serait toi ton panthéon absolu? Bah, alors je sais, Panthéon, c'est toujours dur hein, tu sais, de devoir C'est restreindre, dur. mais c'est vrai que bah, moi, pour le coup, j'ai quand même vraiment été fan de Jordan et de ses Bulls, en fait, qui m'ont fait vibrer, me lever au milieu de la nuit, crier dans mon appart, à réveiller ma mère en pleine nuit parce que, voilà, je voir des choses incroyables. Après, sur sa génération, moi, comme je te l'avais dit, je crois, dans un précédent épisode, j'adorais Wilkins et Larry Bird, voilà, c'était de cette génération-là, c'est un peu les trois que je préférais. Par la suite, ben, moi, Allen Iverson a été vraiment un de mes chouchous pendant super longtemps. J'ai adoré voir ce joueur, pound for pound, là, tu prends au poids, quoi. Tu es peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps si tu Bien prends sûr. au poids. Voilà, c'est incroyable. Récemment, Stephen Curry, au bout du compte, fait partie des joueurs que j'ai pris le plus de plaisir à voir jouer, que j'aime le plus. Et puis, si je devais en donner deux autres, tu vois, moi, il y a le Grand Hill d'avant sa blessure terrible à la cheville, qui est je pense que vraiment les gens se rendent pas compte en fait de la trajectoire sur laquelle ce joueur était peut-être. Faut se rappeler que Slam avait sorti une cover où tu avais Grant Hill donc à l'époque des Pistons avec le titre c'était un petit peu provocateur mais c'était tout comme Jordan, voire meilleur, entre guillemets. Trois petits points, et voire meilleur, ou si ce n'est meilleur. C'était un petit peu vraiment voilà, la trajectoire sur laquelle on voyait ce joueur. Et sinon, un autre joueur que tu as mentionné, c'est Manu Ginobili, que ce soit pour ce qu'il a fait en FIBA ou en NBA. C'est l'un des joueurs que j'ai le plus aimé voir sur un terrain, le génie créatif, le sang-froid et en même temps l'espèce de tête chaude qui fait qu'il était capable de tenter les passes les plus invraisemblables dans les moments les plus clutch. Ouais, ça, je pense que voilà, c'est un petit peu le. Il y en a plein d'autres, hein, parce que là, j'ai pris des joueurs un petit peu évidents. On avait parlé de Bobby Jackson, Starks, comme toi, j'ai adoré. Il y a plein de joueurs comme ça aussi de l'ombre que j'ai beaucoup aimé. Mais ceux-là, je pense que c'est sans doute ceux qui m'ont le plus marqué. Ouais. Mais surtout, on le répète, quelle chance on a, vous vous rendez pas compte, la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir être témoin de la grandeur de certains. Vous aimez pas LeBron James, vous êtes en train d'assister à une carrière hors norme dans 20 ans quand bon, non, 20 ans, il jouera encore 30 ans quand il aura arrêté, quand il aura arrêté. euh, on a l'impression qu'il faut toujours que les gens s'arrêtent, disparaissent pour se rendre compte de leur génie. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Enfin, j'imagine, on joue tous au basket. Ce qu'il fait encore, ce qu'il arrive à faire, avoir des stats encore plus folles cette année qu'à l'époque du 8. Enfin bon, voilà, Steph Curry, KD, bon, j'aime pas James Harden, mais le génie offensif de James Harden, enfin, tous ces joueurs-là, mais profitons-en parce que quand ils risquent de partir pratiquement tous ensemble. Et ça va être quelque chose de, voilà, un petit peu comme quand Jordan est parti, on s'est retrouvé un petit peu orphelin. Encore une fois, parce que médiatiquement, on nous proposait bah, du coup des choses qui nous intéressaient moins. Moi, il y a eu une cassure nette, puisqu'après, bah, j'arrivais moins à kiffer, à m'identifier. J'étais pas fan de ces Lakers-là au début des années 2000.
Mais voilà, voilà, il faut se rendre compte à chaque fois du plaisir qu'on a, même si on regrette encore de jamais avoir vu Bill Russell, de jamais avoir vu Wilt jouer, de jamais avoir vu Oscar Robertson, de jamais avoir vu ces gens-là, mais profitons de voir ça. Enfin, c'est hallucinant. Là, on voit des choses qui nous paraissent aujourd'hui banalisées, mais rien n'est normal dans ce qu'on est en train de voir en ce moment. Moi, j'ai une question toute bête pour toi, Théo, mais vraiment toute bête, parce que j'ai envie de savoir. Je commence à voir un petit peu comprendre qui fait quoi chez Rivers, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, avec Guillaume, avec Julien, avec même Chai et Antoine, vous vous êtes rencontrés, à quel moment vous vous êtes dit, on démarre, on lance un magazine sur le basket, sachant que bon, il y avait un concurrent, des concurrents à l'époque qui était quand même, qui avait pas une position de monopole, mais quand même 5 majeurs, mondial basket, etc. C'était des gens vraiment bien installés. À quel moment vous vous êtes dit, allez, on y va, et puis on va faire un petit peu un truc, pas décalé, mais en tout cas proposer quelque chose de différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cliqué? Alors, bah écoute, pour tout te dire, moi, j'étais pas au tout début de l'aventure. Vraiment, les quatre qui ont lancé Rivers en tant que tel, c'est donc Guillaume Laroche, Julien De Schuitner, Alma Missouma et Julien Debove. Voilà, c'est vraiment les quatre créateurs de Rivers. Moi, ce qui se passait, c'est que je travaillais déjà dans la presse basket. J'étais notamment, je bossais pour un hebdomadaire qui s'appelait Basket News à l'époque, voilà, qui est l'ancêtre de ce qu'est Basket le Mag actuellement. Et je bossais aussi, comme tu le sais, voilà, j'étais pigiste, donc j'essayais de bosser dans le plus de choses possibles. Et comme moi, mes deux passions, les deux choses que je connais, enfin que j'espère connaître le mieux, je pense, c'est le basket et la musique. Je bossais aussi pour des revues musicales et culturelles, dont un magazine que j'ai adoré qui s'appelait Tyler, qui était un magazine c'était un peu l'équivalent de Hoop Culture, vraiment sous forme de magazine. C'est-à-dire que ça pouvait parler de tout. Tu peux avoir une interview de Miles Davis et puis un papier sur un portrait d'un philosophe ou d'un réalisateur de cinéma, ou un portrait de Kobe Bryant, comme j'ai pu en écrire, ou de Michael Vick du football américain. C'était une espèce vraiment, ça s'appelait le magazine des cultures urbaines, donc c'était très large. Et, euh, et en fait, le graphiste Phil Kobe était vraiment hyper talentueux. Il faisait des choses qui se faisaient pas du tout en termes de maquette à l'époque. Et il se trouve que par hasard, moi, j'avais un rendez-vous donc dans les bureaux de Tyler le jour où Guillaume Laroche et Julien De Schuitner sont venus présenter en fait le tout premier numéro de Rivers qui venait de sortir, parce qu'ils se sont dit, bon bah voilà, nous on va aller voir les gens qui nous ont un petit peu influencés ou avec qui on sent une connexion. Donc ils sont venus, et en fait bah, moi j'ai été bluffé en ouvrant le premier numéro de Rivers que j'avais pas eu entre les mains, par le niveau graphique, la maquette, réalisée par Guillaume Laroche d'ailleurs, et en fait on a tout de suite accroché parce on est de la même génération, on avait l'envie aussi de... Alors c'est hyper prétentieux de dire dépoussiérer, mais on avait un peu le sentiment que le journalisme sportif, il y avait une formule qui était très bien, très efficace, elle un petit peu et je le dis vraiment sans aucune, c'est pas du tout une critique, mais un petit peu celle de ce qui se faisait chez Basket News ou ce qui pouvait se faire dans l'équipe, où bah, c'est du journalisme sportif vraiment de qualité, mais finalement il y a une manière de d'écrire les choses, où il y avait une manière d'écrire les choses à l'époque qui était très classique entre guillemets, et même en termes de références dans lesquelles on se retrouvait pas forcément, parce que nous, on était plus jeunes à l'époque. Et Mhm. donc, ça a tout de suite accroché. Moi, je connaissais déjà le site Basket Session parce que le site existait déjà à l'époque. Je l'avais déjà consulté en tant que lecteur, tout simplement. Et puis, on a accroché. Puis moi, j'ai commencé à bosser avec eux bah, comme pigiste, en fait, simplement. Au début, on se payait pas du tout ou un petit peu quand c'était possible. Et il se trouve que Julien Debove, qui a longtemps après travaillé pour la FIBA, notamment sur le 3-3, a voulu voilà, quitter l'aventure pour des raisons personnelles. Et c'est là que moi je suis rentré, en fait j'ai pris sa place, et c'est là que je suis rentré à plein temps dans l'aventure Rivers et Basket Session. Et voilà, et ensuite tu me parlais de Shai et Antoine. Shai est arrivé donc plus tard, pareil, il aimait bien Basket Session, il nous a envoyé un mail pour savoir si on avait besoin de collaborateurs, on a commencé à bosser avec lui, et puis Shai, si au-delà d'être un mec adorable, c'est une machine de guerre, franchement une capacité de boulot et d'abattre du taf incroyable. Donc bah, ça l'a tout de suite fait. Et Antoine, ça a été l'un de nos... J'allais te dire notre premier stagiaire, mais non, ça n'a pas été notre premier stagiaire, mais ça a été l'un de nos premiers stagiaires. Et pareil, ça s'est hyper bien passé, une volonté d'apprendre, de progresser, qui a fait qu'il est vite devenu indispensable. Et ensuite, bah, dès qu'on a réussi à nous se structurer un petit peu mieux, qu'on a pu voilà, proposer des jobs
à plein temps, bah, ça faisait sans aucun doute. Enfin, on a tout de suite pensé à eux. Forcément, voilà, c'était ça coulait de source quelque part qu'ils rejoignent l'aventure à plein temps. Et du coup, le jet privé basket session, lui, vous l'aviez pris en 2022, c'est ça? Il n'a pas été livré encore normalement et avec tu sais la hausse La couleur était des pas prix. bien? Voilà, c'est ça finalement. On voulait le mec, même que Mark Cuban, ils nous ont nous proposé simplement le même que Steve Ballmer, donc on va attendre un petit peu quoi. Non, c'est pas, c'est moche ça. C'est moche. Mais voilà, et l'idée, ouais, simplement, pour aller au bout du truc, alors c'était pas moi donc, qui était à la création de Rivers, mais pourquoi Rivers? Parce que c'était une question que souvent on nous posait, parce que l'idée c'était de prendre à contre-courant un petit peu ce qui se faisait, d'être, voilà, prendre le contre-pied de ce qui pouvait se faire dans la presse sportive et en tout cas basket. Et déjà à l'époque, il y avait cette envie, tu sais, d'avoir une ouverture et de considérer le basket vraiment comme une culture à part entière. Et dans les premiers numéros de Rivers, bah, il y a autant presque de NBA que de street, que d'Euroleague, que de basket féminin, que de basket français. L'idée, et même ça reste un petit peu notre ADN maintenant, toujours, ça reste toujours notre ADN, pardon, même si bah, voilà, des réalités économiques font que finalement c'est devenu un média qui est plus centré autour de la NBA malgré tout, même si on continue de parler d'autres types de basket. Nous, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, pour le côté supporter, nous, on est fans de basket avant tout, en fait. Et avec Ça. les mecs de la rédaction, limite, on peut se poser et puis avoir autant de choses à dire si on regarde un match de Benjamin que si on est devant un match d'Euroleague. C'est l'amour du sport plus que l'amour des équipes ou des joueurs qui nous avons emporté, quoi. Moi, je crois que mon premier numéro de Rivers, pour te dire, je m'y suis mis bien à la bourre, hein. Il y avait Dirk Nowitzki en une, je crois, et c'était au moment presque des finales 2011, il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Donc, tu vois, moi, j'ai eu vraiment un grand trou, pas un trou d'air parce que ça m'intéressait toujours, mais un vrai gap à un moment donné, on va dire, entre 2004 et 2008 ou 9, ouais. Tu vois, j'ai vraiment un trou d'air où je regardais même plus la saison. Je me tenais au courant, bien sûr, mais c'est vrai que ça m'avait, je sais pas, j'étais moins dedans. Ouais, ouais, bah c'était après post la dernière retraite de Jordan, en gros, quoi. Ouais, même pas, ouais, non, parce que la période Wizards n'est pas celle que j'ai plus suivie, mais c'est vrai que, ouais, c'est peut-être un peu moins, mais c'est vrai que j'y suis revenu réellement grâce à Rivers. Et d'ailleurs, je devais être le seul sur Marseille à un moment donné à acheter sur la Canebière, sur le kiosque, Rivers, je pense. Parce qu'à chaque fois que le gars me demandait ça, il me disait quoi? Waouh, il me faisait waouh, putain, où est-ce que j'ai foutu ça? Waouh, il était en train de s'énerver à chaque fois. Donc voilà. Belle Bah, aventure en tout cas. C'est aventure de copains et puis c'est qui continue comme ça. On sent la confiance qui règne entre vous et la joie de se retrouver à chaque fois en tout cas. Même Chai et Antoine, je ne sais pas s'ils font semblant, ça se trouve, ils peuvent pas se blairer, mais ils le font très bien tous les matins. ouais, ils attendent la late session que je sois pas là pour me casser du sucre sur le dos chaque semaine, je sais Exactement, très bien. exactement. C'est pour ça ils en effacent la moitié. Et moi, j'ai une autre question pour toi, du coup. Alors, j'ai cru comprendre que tu n'en avais pas beaucoup, mais je me demandais s'il y avait des joueurs, à part Chris Paul, que tu avais vraiment détesté, mais j'ai l'impression que tu as déjà répondu en partie. Ah bah, il y en a plein. C'est plus facile des fois c'est tellement facile de détester des joueurs, vraiment de s'agacer contre eux. Euh, il y en a d'autres que j'ai moins aimé. J'ai jamais compris certains engouements pour certains joueurs. Alors, on va pas refaire le surcoté, sous-côté, mais pour avoir vu quelques matchs NBA, par exemple, j'ai bien plus kiffé quand j'ai vu les Knicks jouer de voir J.R. Smith jouer. Ça me faisait vraiment marrer que de voir Carmelo Anthony, par exemple. J'étais plus content de voir J.R. Smith que Melo, ce qui est une hérésie ultime. Mais des joueurs vraiment que j'ai détesté. Alors, ça n'a aucun sens parce que ça voudrait dire que je les trouve nuls, mais c'est jamais le cas. Enfin, qui peut dire aujourd'hui Chris Paul il est nul? Enfin, j'ai pas le droit de dire ça. Enfin, je peux pas dire même. Enfin, tu sais, c'est ces fameuses vidéos où tu as l'impression que tu as des gars qui jouent, des bons gars qui jouent en pick-up et qui se retrouvent face à des joueurs qui trouvent claqués en NBA, des Smoosh Parker, des Brian Scalabrine, des Brian trucs comme ça. Scalabrine, bah oui. Et ils se font ouvrir, tu vois, ils se font taffer. Et on se rend pas compte en fait du niveau que ça peut être. Mais voilà. Et puis ouais, c'est pas que je les déteste, c'est que j'ai des rages. Je trouve il y a certains joueurs
il y a un gap, je trouve, entre ce qu'il propose et ce qui se passe. Tu vois, moi, je trouve que Ouais. c'est honteux, par exemple, qu'aujourd'hui, un type, alors, c'est pas anti Draymond Green par principe, mais là, il y a un chiffre qui m'a frappé. C'est des gars qui sont proches de leur communauté, mais qui brandissent comme un étendard le fait que dans leur carrière, ils ont payé 2,5 millions de dollars d'amende. Non, mais on est où dans un pays où les inégalités sont énormes, où ils sont capables d'aller servir des repas chauds dans la rue à Thanksgiving, mais ça ne les gêne pas de claquer 2,5 millions en amende. Ah ouais. Let me be Draymond, let Draymond be Draymond. Ouais, bon, bah voilà, super. Et cette responsabilité qu'ils ont. Le sport est roi aux États-Unis. On ne se rend absolument pas compte de la manière dont le sport est roi aux États-Unis, la NFL en premier, et qu'avec les réseaux sociaux, encore plus, ils ont. Charles Barkley disait I'm not a role model, mais si, enfin, qu'il le veuille ou non, tu l'es. Tu étais la tête de gondole d'une marque de pompe. Si tu trouves ça marrant de te filmer avec des flingues dans la voiture, comme ça, où on sait que l'argent est important là-bas, mais ça y va. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, alors peut-être parce qu'on est des boomers, hein, avec cette génération qui avance comme une rigolade, le fait de se faire taper dessus. Bon, je trouve pas ça super marrant. Donc voilà, mais des vraies haines au point une haine comme par exemple j'ai pour le gardien argentin, là, Emiliano Martinez, non, là, j'en ai pas en NBA. Là, j'en ai pas. D'accord. J'ai pas de haine à ce point-là. Voilà, des types que je me rends compte, je suis en train de faire des doigts d'honneur devant ma télé avec le nez retroussé comme ça. Parce que Faut mettre une webcam chez toi face à toi quand tu regardes les matchs alors. sur sa simple apparition, sur la simple évocation de son nom. Tu vois. Et là, ils ont commencé à faire alors c'est nouveau ça. Maintenant, on fête les 1 an des défaites. Quoi. Mais bon, merci à la Fédération française de la loose de nous avoir remontré ces images en permanence en disant on célèbre un grand moment. Mais voilà, de revoir l'autre là. Mais, voilà. Et je pense que ça, c'est un truc que je partage avec Shai sans grand problème. Et puis tu sais que sur Marseille, on a beaucoup de mauvaise foi. On acclame les joueurs quand ils rentrent sur le terrain. Et dès que une première passe est ratée, c'est des chèvres, c'est des machins. Donc, c'est pour ça, je suis de grande, grande, grande mauvaise foi à ce niveau-là. En NBA, en NBA également. Mais on adore détester les gens. Merde, on a le droit un peu. Et toi, quels C'est seraient clair. vraiment les joueurs, ou même à la limite, un joueur où tu le vois arriver et tu as envie d'éteindre la télé, quoi. Moi, il y avait. Alors, c'était pas au point d'éteindre la télé, mais c'est vrai que Karl Malone était un des joueurs que j'ai quand même longtemps Est-ce que tu étais au détesté. courant des affaires? Parce que bon, après, aujourd'hui, quand on voit ça, c'est encore pire, tu vois. C'est comme de dire, moi, mon acteur préféré, c'est Gérard Depardieu, les gars. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est c'est un peu la Mais même. sur la fin de sa carrière, on commençait à savoir, mais on savait qu'il avait une fille illégitime, ce genre de choses. Une de ses filles qui a joué en WNBA, qui n'avait pas été reconnue, là, qui avait joué à Détroit, son nom m'échappe, mais on commençait à avoir certaines infos, mais on n'avait pas tout, quoi. Non, c'est clair qu'on n'avait pas tout. Moi, c'était un peu tout ce qu'il représentait, tu vois. C'était le côté mec qui aime conduire des gros camions, des motos, espèce de redneck, enfin redneck afro-américain de l'Utah, ça me parlait pas du tout. Et puis dans le jeu, alors encore une fois, comme tu disais, hein, c'est un joueur hors norme, un Hall of Famer, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, sa capacité à disparaître dans les fins de match faisait que je le trouvais un peu surcoté. Et finalement, il y a une saison où j'ai aimé Karl Malone, c'est sa saison aux Lakers, dans le bordel monstrueux qu'étaient les Lakers avec entre l'embrouille entre Kobe et Shaq, le procès de Kobe Bryant pour agression sexuelle, dans tout ce bordel, j'ai trouvé que c'était celui qui était le meilleur. Je l'ai trouvé, enfin le meilleur, le plus stable. Je l'ai vu se mettre au service du collectif à 200%, alors que j'étais pas sûr qu'il serait capable de le faire ou qu'il aurait la volonté de le faire. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce Karl Malone. Et honnêtement, je pense toujours que sa blessure au genou, c'est la seule blessure importante de toute sa carrière qu'il a eue. C'était sa dernière saison avec les Lakers. Je pense vraiment qu'au-delà de tout le bordel dont on vient de parler, ça a été un des éléments déterminants qui a fait que les Lakers se sont crachés et ont explosé en plein vol. Mais c'est l'année où j'ai bien aimé Karl Malone, c'est celle-là. Bon, c'est la dernière, c'est déjà pas mal. C'est Moi, ça, tu finis, c'est ça. moi, tu finis en beauté. Théo, moi, j'aimerais savoir si tu avais le pouvoir ultime de modifier un événement ou de changer une chose dans l'histoire de la NBA.
qu'est-ce que vraiment tu ferais? Waouh, alors ça, c'est une excellente question, quoi. Si je pouvais genre revenir dans le passé et changer un truc, c'est ça? Changer un truc, je sais pas, même dans un multivers, modifier le cours de l'histoire, tu vois? Qui fasse que quelque chose, que tu t'es toujours dit: «Et si ça s'était passé, se passe» pour, Ah, ça, c'est vraiment une super, super belle question. Oh là, je vais sécher là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs petites choses, quoi. Tu vois, je me suis toujours demandé ce qu'aurait donné Chris Webber s'il était resté aux Warriors, par exemple, avec Don mmh Nelson. Parce qu'au bout du compte, paradoxalement, je pense que Don Nelson était vraiment un coach tellement en avance sur son temps il lui aurait permis, en fait, d'exploiter au maximum ses qualités. Au lieu de ça, il est parti à Washington, où bon, ça n'a pas marché. Finalement, après, je regrette pas les années Kings, hein, qui a été une des équipes NBA qui m'a le plus fait, qui m'a le plus plu. Mais ça, c'était une des choses. Après, bon, il y a des choses, je repense au What If, tu vois. Il y en a un dont tu avais parlé, c'est le, le fait que Amar'e Stoudemire et Boris Diaw soient rentrés sur le terrain après le Ah ouais, tampon ouais. monstrueux de Robert Torrey sur Steve Nash, ça, c'est vraiment des choses. Je me dis, bon, bah, ça aurait vraiment impacté forcément le cours de l'histoire. Je pense surtout à ça, quoi. Après, s'il y a une chose que je devais changer, moi, je, moi, je comprends et en même temps, je comprends pas le système de la draft. Je capte pas bien pourquoi on récompense des équipes nulles. Quand c'est des équipes qui sont nulles une année et qu'après ça repart, c'est pas problématique. Mais je repense aux Cavs, moi, des années juste avant LeBron et des années entre LeBron et le retour de LeBron, où finalement c'était mal géré, mal managé. Et tu te dis pourquoi est-ce qu'on redonne autant de chances à une équipe comme ça de choper des hauts choix de draft au lieu d'en faire bénéficier des équipes qui fonctionnent très bien. Ça, c'est un truc sur lequel je continue de. Voilà, je comprends la logique, tu veux que ça soit égalitaire, en même temps, c'est hyper bizarre parce que les États-Unis, c'est un pays qu'on a rien à foutre que les choses soient égalitaires. En fait, c'est tout pour le winner. Enfin, c'est un des éléments de notre MOOC loser. C'est ça, quoi. C'est que non, c'est une place où il y a pas. C'est un endroit où il n'y a pas de place pour les perdants ou pour les faibles. Donc je suis toujours très étonné, un peu mal à l'aise avec ce principe de draft. Le fait que les joueurs choisissent pas leur destination non plus, ça finalement, on est habitué parce que c'est la logique et que c'est dans notre culture, entre guillemets. Mais voilà, je suis partagé autour de cette histoire-là. Après, tant mieux qu'ils choisissent pas leur destination aussi, et sinon, on se retrouverait avec finalement une genre de Super League. Ils iraient tous à Madrid, ou ils iraient tous à, tu vois, dans des choses comme ça, dans des clubs comme les clubs de foot. Là, ils iraient tous à LA d'un côté pour être au chaud, à Miami de l'autre pour être au chaud, et au milieu, il se passerait plus rien. Donc, ça peut être un peu piégeux. Peut-être faire une ligue ouverte, je sais pas. Mais bon, ça, il y a assez d'emmerdes Adam Silver en ce moment pour, pour penser à ça. Moi, tu vois, je ferais en sorte, je pense, que James Jordan prenne un peu de bon temps dans sa life avant de rencontrer Dolores Jordan, ce qui fait que l'autre, il serait né une 10-15 ans plus tard et qu'on aurait vraiment pu voir ce qu'il valait aujourd'hui. Voilà. Et s'il aurait vraiment pu, parce que ce débat, ah ouais, mais Jordan aujourd'hui, peut-être que, ouais, bon, ça c'est vraiment le débat insupportable et mais impossible à trancher, bien sûr. Mais ça, et j'avoue que tu vois, j'en reviens à Jeremy Lin tout à l'heure parce que c'est vraiment un beau truc. J'aurais aimé qu'il reste à New York. Voilà, j'aurais aimé le voir au moins une saison supplémentaire à New York, voir si c'était euh, juste 3 semaines dans sa vie complètement dingue. Parce que en fait, la Linsanity, pour beaucoup de gens, elle s'arrête euh, avec le match contre les Lakers où il claque 38 pions contre les Lakers et Kobe qui avait soi-disant dit qu'il ne savait pas qui c'était, alors que je pense que Kobe, il sait déjà qui est la cousine de la tante de la sœur de Jeremy Lin. Il a déjà commencé à faire des stats dessus et à étudier ses moves quand il commence à marcher, tu vois. Donc, mais en fait, ça continue derrière. Hein. Franchement, il continue à taffer et il fait une fin de saison, ils vont en playoff. Bon, il se fait mal après, mais j'aurais aimé voir dans un club apaisé. Bon, les histoires mélo, pas mélo, est-ce que c'est vraiment ça, pas ça enfin, mais bon, New York, qui ne s'aligne pas avec un tel phénomène, l'argent que ça leur rapportait, la visibilité dans le monde que ça leur rapportait. Ils faisaient la une du Times quand même. Les Knicks, toute l'Asie parlait des Knicks, tout le monde parlait des Knicks.
et d'un coup, tu t'alignes pas, tu rajoutes pas un cent, quoi, $1 pour t'aligner sur Houston. Je sais pas ce qui s'est passé du coup. Oui, peut-être Melo a dit moi j'en veux pas, c'est moi la star, c'est pas lui. Mais en plus, ça cliquait avec Tyson Chandler, avec Stoudemire tu vois, eux, ils étaient contents, ils se mettaient un peu en retrait, ils prenaient pas toute la lumière. Avec Landry Fields, avec toute cette bande-là qui était, ça se voyait, c'était sain à New York, même s'ils étaient sur une sale série, mais d'un coup, tout ça revenait. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Ça aurait peut-être rien donné du tout, mais j'aurais bien aimé voir. Ouais, ouais, non, c'est clair. Après, c'est vrai que Houston avait bien géré son truc en proposant un contrat à Jeremy Lin juste au-dessus de ce que les Knicks, de ce qu'on Ouais, mais savait que bon. les Knicks voulaient mettre, quoi. Mais je pense que ça l'a un peu brisé parce qu'il voulait pas forcément se retrouver, arriver en superstar avec Dwight Howard à Houston. Enfin bon, c'était foireux d'avance. Même s'il est pas, encore une fois, il est loin d'être mauvais, hein. Pour un gars qui devait plus jouer en NBA à 3 minutes près, quand il était à Houston, il est pas mauvais, hein. Même quand il est à LA, il est pas. Bon. Carrément, hein. Et moi, Pierre, Voilà. j'ai une question pour Pierre Armand, le basketteur. Attention. Donc, c'est une question, t'as une Ça option. va prendre 2 secondes. Moi, je me demande, alors, tu la prends comme tu veux, la question, c'est soit le move que tu es le plus fier d'avoir réussi à placer, ou celui que tu aurais rêvé réussir à placer, que ce soit dans un match ou un pick-up ou peu importe. Est-ce qu'il y a un truc référence comme ça pour toi? Moi, je suis un shooter. Alors, tu vois, moi, je suis plus un gars qui suit sur l'aile ou alors après, à jouer du 3-3 tout le temps, bah, en tant que meneur, tu apprends à créer tes shoots, à faire des choses comme ça. Mais je me rappelle avoir réussi une vraie, j'allais dire pas une claquette dingue, évidemment, mais une vraie belle claquette en vraiment, alors il est possible, je dis bien il est possible. J'avais légèrement pris appui sur l'épaule du gars. Il est même probable. Parce que je me rappelle être retombé de très très haut, mais je me rappelle avoir vraiment arrivé de loin, je n'étais pas boxé, et en match, avoir réussi une super belle claquette. Et dans ces cas-là, bah, évidemment, tu as tous les copains qui s'attendent pas, donc tu as l'impression que tu as fait un truc complètement fou. Mais un truc que je regrette, je reviens, voilà, j'ai raconté cette histoire et je te remercie Théo sur Hoop Culture de m'avoir affiché avec une vidéo où on voit un gars dans un coin en train de demander le ballon alors que l'autre il s'enferme J'étais euh, obligé de penser à toi, là, voyons. sur un game winner. Mais voilà, c'est un truc que j'aurais trop kiffé. Une fois en match, mettre mais- même pas un. Ah oui, une fois, j'ai vraiment eu l'occasion de mettre un game winner dans un tournoi qu'on gagne après prolongation. Mais il y avait un grand qui jouait vraiment bien, qui s'appelle Nicolas, je l'embrasse s'il nous regarde, qui rentre et qui me la ressort. Et comme c'était la dernière possession, et il avait déjà mis un paquet de points, ils montent tous sur lui. Et, je me rappelle, c'était un terrain très glissant. Et quand j'arrive, la balle m'arrive super bien, mais tu sais, je glisse un peu, je me déporte. Et la balle tourne comme ça et ressort, mais c'était au buzzer. Donc là, vraiment, on gagnait le tournoi au buzzer, tu vois. Mais on le gagne après. Mais ouais, un vrai game winner, un vrai tir au buzzer, ça doit être trop bien. Ouais, Un c'est beau, ça. sentiment qui doit être trop bien. Je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà, mais Ça m'est arrivé, alors c'était pas au buzzer, mais c'était oui sur un match amical. Alors, bon, ça reste un match amical, c'est mais pas grave, oui, tu t'en d'avoir mis le, rappelles. le panier de la gagne, genre à 2-3 secondes de la fin, oui, c'est un bon souvenir, c'est clair. Ouais, c'est un super souvenir. Super souvenir. Allez, moi j'en ai une, parce que j'aimerais bien que tu me dises ça. Si tu devais, pendant 24 heures, entrer dans la peau d'un joueur ou d'un ancien joueur, qui tu choisis? Ancien ou retraité ou actuel, quoi. Euh, Je crois que je prendrais Stephen Curry en fait. Parce que ce que j'adore chez Stephen Curry, c'est ce côté compétiteur quasi maladif comme ils le sont tous de toute façon, mais vraiment énorme bosseur. Et en même temps, l'espèce de recul qui m'a l'air d'avoir sur toutes ces choses-là. C'est un équilibre qui est rare et que je trouve, du moins de l'extérieur, hein, parce que bien sûr on les connaît pas ces personnes-là, mais qui me semble
qui me semble sain en fait. J'ai l'impression qu'il a ce côté un petit peu compétiteur, tueur comme ont pu l'être Kobe, Jordan ou d'autres de la trempe, mais sans que ça détruise sa vie, tu vois, sans que ça soit au point Oui, oui. voilà, de mettre à mal sa vie personnelle ou son équilibre mental. Donc, ouais, je pense que je prendrais Stephen Curry. Ah, Toi, c'est toi, beau. t'en as en tête du coup? Je suis curieux de savoir qui, Moi, qui moi, t'aurais pris, toi. moi, j'aimerais être Shaq une journée. Ah oui, c'est très bon choix, très très bon choix. Voilà. Déjà, rien que pour le fait de, tu sais, de- tu peux te faire une connerie sur la route, te faire klaxonner pendant 10 minutes et d'éteindre le contact et de voir la tête du mec quand tu sors. Ça doit être ouf. Non, une journée de Shaq, ça doit être trop bien. Parce que tu vois le gars, il va faire des courses, il offre les courses, tout le C'est ce que truc. j'allais dire. Ouais. Le soir, il va faire le DJ devant des foules de 20 000 places. Il est sur son émission, il va voir le match. Tout le monde l'adore. Tu vois les images avec les gosses, etc. C'est vraiment un personnage à part. Et tu vois, tu parles de Steph Curry, mais qui est, comme toutes les superstars actuelles, encore plus dans un contrôle permanent, parce que même si c'est des, euh, des game freaks dans le sens où ils sont obsédés par la cohésion, c'est des contrôle freaks aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le moindre truc qui sort, le moindre problème, moi je suis admiratif qu'un type comme LeBron James, en 20 ans de carrière, et plus, enfin, le seul truc qu'on a pu lui reprocher, c'est de vouloir se barrer à Cleveland ou d'avoir eu un Hummer quand il était au lycée. Tu te rends compte avec toutes les tentations qu'ils doivent avoir, c'est fou. Et donc, ouais, Shaq, ça doit être trop marrant. Mais pas ça, ça doit être trop marrant. Déjà, j'aimerais bien voir ce que ça fait de faire 2,16 m et 132 kilos. Juste une journée, même si ça doit pas être forcément super drôle. Mais ouais, ça doit être trop marrant. Pour le coup, parce que t'en parlais tout à l'heure avec Brian Scalabrine et d'autres, mais t'avais vu cette vidéo de Shaq qui va jouer dans un YMCA avec des Oui, gens oui. comme toi et Ah, ouais. moi là? Ah oui, oui. Et Putain, il a. il est fou, ce gars. c'est l'impression que c'est une autre espèce animale que. Enfin, tu sais, on n'est Non, mais c'est ça. pas. C'est C'est ça. un truc de Et tu malade, sais la quoi? façon. Je suis allé à New York il y a. Je sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était en 2019. C'était avant le Covid. Et on avait passé une journée avec Emeric Parker, avec Fresh Air, qu'on embrasse. Et juste avant qu'on le rencontre, on était dans un shop de sneakers qui est super connu, qui s'appelle Flight Club, qui est sur Brooklyn. Et il y avait, à ce moment-là, on allait le voir le soir, on était allé voir un match de NFL, on était à voir les Jets contre Cleveland. C'était le retour d'Odell Beckham Jr. à New York. Et il y avait toute l'équipe des Cleveland Browns dans le magasin. Mais je te jure que, pourtant, j'ai pu descendre des fois en bas de parquet NBA, voir des gaillards, hein. Tu sais, t'en as vu, j'ai vu les Ewing, mais les joueurs NFL, c'est un autre truc. Ouais, Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les Afro-Américains qui jouent en NFL, ils font tous 2,10 m, ils ont des coups qu'on a rarement vus. Enfin, voilà, c'est des aberrations chromosomiques comme on voit qu'aux États-Unis, mais enfin, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Donc, voir Shaq aujourd'hui, en vrai, ça doit être quelque chose de dingue. c'est clair. Mais j'ai une autre question. Alors ça, c'est une question qui peut peut-être faire. Enfin, sonner bizarrement pour des plus jeunes en fait, parce que maintenant on a tous les matchs tout le temps, on peut regarder du basket non-stop. La question que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il y a un match, toi, que tu as regardé en boucle ou que tu as regardé à multiples reprises? Parce que nous, à l'époque, comme tu disais tout à l'heure, on avait un match par-ci par-là, tu pouvais pas, les images de basket étaient très rares. Donc je me demandais si toi, il y avait un match que tu avais regardé à plusieurs reprises, comme tu sais, parfois on réécoute des albums à plusieurs reprises, on revoit des films en boucle. Est-ce qu'il y a eu un match comme ça pour toi? Il y en a plusieurs, parce que à un moment donné, quand on n'avait pas le League Pass, eh ben, on enregistrait les finales. D'accord. Et pendant le reste de l'année, bah, quand on avait envie de voir un match, on regardait ça. Les finales 93, j'ai beaucoup regardé match 1, 2, les 55 points, match 4, beaucoup regardé ça. Euh, J'avais pas mal revu le match 1 de la finale 95 avec la prolongation, là, les 7 paniers à 3 points de Jet Terry, n'importe quoi, de Kenny Smith en finale NBA.
J'ai beaucoup revu ces matchs-là. Après, j'ai revu des matchs en entier depuis ces périodes-là. Revoir en entier, non, mais j'ai revu beaucoup de fois les mêmes highlights par contre. J'ai revu pas mal de fois les documentaires. J'ai regardé je ne sais combien de fois celui sur le Fab Five, celui sur les Bad Boys, tous les 30 for 30 d'ESPN. Voilà, ça je les ai vus, je les ai beaucoup revus. Mais en match en entier, je pense que ouais, un de ceux que j'ai peut-être le plus regardé, ouais, ça doit être le match 4 des finales 93. Ouais, non, c'est clair. Bah, et puis, c'est vrai que j'ai dit match, mais c'est vrai que nous, on avait aussi les cassettes vidéo, là, les NBA Superstars, il Oui. y en a une qui s'appelait Playground, je crois, qui était avec des Et dunks puis, incroyables. oui, et puis les cassettes de Jordan, Et les cassettes, comme comme Fly Fly With With Me, Me. Playground, et tout ce qui va avec. Et même celle du back-to-back des Lakers. Moi, j'adorais ces cassettes-là. Voilà. Celles que je Ouais. regardais le plus, c'est les cassettes du titre. Ces films à la gloire du truc. On dirait qu'ils n'ont pas perdu un match de l'année. Tu vois. D'ailleurs, il y en a un beau qui est sorti là sur les Nuggets. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tu sais, comme il y a ce truc, ce qu'ils appellent les mini-movies Ouais. après chaque match NBA. Donc, c'est souvent une compilation de ces trucs-là. Donc, on les a déjà vus. Et puis c'est des images, tu sais, toujours ralenties, filmées de derrière. Donc, on n'a pas une vision du terrain. Donc, voilà. Et puis, en plus, on revoyait ça avec Eric Bénard et Georges Eddy. Donc, on avait l'impression que c'était presque un disque qu'on écoutait, tu vois. C'était une musique, cette voix-là. Voilà. Donc, c'est des vrais beaux souvenirs qui créent une passion où tu as envie de recréer des mouvements, où tu as envie de. Puisque maintenant, un highlight s'en écrase un autre, tandis que là, c'était vraiment. Tu as l'impression de posséder un truc vraiment un peu particulier. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je te rejoins sur les finales 93. Je les avais d'ailleurs re-regardées pendant le Covid, quand on avait un petit peu de temps. Je m'étais remis dedans, comme je t'en parlais. Et sinon, moi, le match que j'ai le plus vu, en fait, c'est un match fondateur pour moi. C'est le premier match des finales 92, notamment la première mi-temps avec les 35 points de Jordan. Là, C'est c'est ça, parce que la deuxième, elle est les tirs à pliée. 3 Il points. se passe pas grand-chose. À part une claquette dunk folle sur une remise en jeu, il se passe pas C'est mille ça. choses dedans. Et cette finale, elle est sous-cotée parce que c'est vraiment une très très belle finale. Totalement d'accord avec toi. Il y a des matchs à Portland. Waouh, les Blazers, ça joue. Hein, ils C'est ont du belle mal, hein, équipe, les ouais. Blazers. Ils ont vraiment du mal. Ils s'en sortent avec un 5 improbable dans le match 6, mais s'il y a match 7, c'est pas la même. Hein. Moi, une petite question. Si t'es déjà allé au NBA Store à New York? Non, non. Non, jamais. Je sais pas s'il y était. La dernière fois que j'y suis allé à New York, c'était en septembre 2011. Et en Oui, il était septembre déjà. 2001, pardon. Septembre Ah, 2001. Et ouais, en septembre 2001. Et je crois pas qu'il y avait le NBA Store encore. bon, alors la question, c'était si tu avais un budget illimité pour t'offrir un objet dans un NBA Store. Tu sais que là-bas, tu as des cadres, t'as des cadres avec des signatures, des autographes, des ballons signés par les équipes, par les joueurs. Tu as des chaussures, des maillots. Voilà, si tu avais un budget illimité, mais on te dit, tu prends un truc, qu'est-ce que tu prendras? Hmm. Bonne question, ça. Je pense. Ouais, donc, du coup, ouais, t'as des ballons signés, des photos signées, etc. Je pense. Même des bouts de parquet. C'est vrai? Ah bah, je prendrais un bout de parquet alors. Ouais. Un bout de parquet, s'il y a un bout de parquet du Chicago Stadium, par exemple, ou du Boston Garden de l'époque, parce que je sais que pour le Boston Garden, ils avaient fait ça aussi. Ouais, Ça, ouais, ouais, je pense que c'est ce que je prendrais, ouais. ouais, bah pareil, tu vois, on s'est rejoint là-dessus. Moi, je pense que Ouais, ce serait un bout de parquet, soit signé, soit pas, mais un bout de parce parquet. que là, c'est vraiment un morceau d'histoire sur lequel il y a eu du sang, de la sueur, des choses se Ah ouais, sont ouais. passées dessus, ouais, Il y a des pieds incroyables qui sont passés sur ce morceau-là. c'est clair. Tu veux qu'on ouvre un petit peu les choses en dehors du basket ou Ah t'avais bah encore si des, tu des veux, ouais, questions? ouais, ouais, non, Ouais. non, vas-y, allez, feu. Parce que, alors bon, là, ça va être des questions un peu classiques, mais malgré tout, moi, je suis curieux de savoir si tu as. Alors, c'est sans doute trop dur, mais un ou des albums préférés all-time, des trucs vraiment qui sont pour toi des classiques impossibles à remplacer. Je suis curieux de Ah, savoir ce c'est-à-dire que que ça serait. si un type vient chez toi, il te dit, j'emporte tout, j'en garde 5. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est C'est un ça. peu ça l'idée. Ou alors, ils valent tous tant d'argent, mais t'en gardes 5, quoi, c'est ça. Ouah, bah, déjà, le premier album de Fat Freddy's Drop, ça c'est sûr. Ouais, j'aurais Euh, pas. Tu vois, je savais ouais, que tu adorais ce groupe qui est ouais, ouais. super, hein, au demeurant. J'aurais pas imaginé que tu Qui mettrais dedans, s'appelle ouais. Based on True Story, qui est un des albums les plus vendus de l'histoire en Nouvelle-Zélande.
Je les avais, j'avais jamais entendu l'album avant de les voir sur scène dans le cadre des Worldwide Awards de Gilles Peterson à Londres. C'était eux qui jouaient en live. Donc Fat Freddy's Drop, ça c'est sûr. Je pense que j'emmènerai quand même All Eyes on Me parce qu'il y a que 4 disques et que comme ça te fait pas mal de temps de Tupac. Parce que c'est tellement bien produit et ça reprend une telle manière de rapper. Et puis j'aime bien, j'ai toujours aimé Tupac. Le Voodoo de D'Angelo, ça forcément parce que je pense que dans 15 ans, je découvrirai encore des trucs sur cet album-là que j'avais pas entendu. Comme je t'avais dit, moi je viens au départ du métal, donc certainement le Live After Death d'Iron Maiden, tu vois, cet album avec le mort-vivant qui sort enfin, le personnage Eddie qui sort de terre, un live à Los Angeles. Ah, il a un nom, le personnage qu'on retrouve sur toutes Il les s'appelle pochettes Eddie, d'Iron Maiden. il s'appelle Je Eddie. savais pas du tout. Okay. Et voilà, je pense ce disque-là parce j'ai tellement écouté cette cassette quand j'étais plus jeune, mais vraiment, je pense que je la connais par cœur et elle peut me rendre hystérique maintenant, même si je l'ai pas écoutée il y a 10 ans. Je pense que tu peux voir ma voiture qui fait comme ça sur l'autoroute. Et puis un disque, oui. Alors attends, ouais, peut-être le dernier, ce serait un disque d'un groupe qui est un groupe écossais qui s'appelle Eden Orchestra. Ah oui. Et qui a sorti un album qui s'appelle Archipelago sur le label True South il y a des années et qui est un des disques qui m'émeut le plus à chaque fois que je l'écoute. Ça fonctionne à tous les coups. Ça me provoque vraiment des émotions qui ne sont pas d'ordre gênante, genre comme Paul Pierce sur le terrain. Mais, mais vraiment, non. Archipelago, pour moi, est un immense disque. C'est de la musique instrumentale. Qui mêle à la fois des instruments classiques, des hautbois, des violons. C'est un groupe qui joue avec 2 batteries en plus. Donc il y a énormément de percussions, c'est ultra riche. Si vous fermez les yeux, on a l'impression qu'on est au fin fond de l'Islande, qu'on regarde la mer au loin. Archipelago, c'est un superbe objet en plus, le vinyle, c'est un double vinyle transparent, je crois. Et c'est un disque merveilleux. Le Eden Orchestra, H-I-D-E-N, plus loin, Orchestra. Vraiment, écoutez ça. Et toi, alors toi, avec tout ce que tu as derrière toi, là, ce serait un crève-cœur pour toi, j'imagine. Moi là, franchement, tu vois, ces 5-là, on me dit ces 5 et point barre. Ça me ferait chier de lâcher le reste, mais j'ai pas de regret déjà d'avoir gardé ça. Je suis content. Ouais, je vois. Mais du coup, je m'étais un petit peu posé la question en la préparant pour toi, donc j'en ai pris quelques-uns sous le bras pour moi. Alors, j'en ai pas forcément pensé à 5, mais je peux en trouver 2 autres. J'en avais 3 quand même qui, pour moi, sont vraiment mes pierres angulaires. Il y a Illmatic de Nas, qui reste pour moi voilà, l'album parfait, l'album de rap parfait. Il n'y a rien à acheter. Avec Rachid Wallace sur la pochette. Avec Rachid. Avec un jeune Rachid Wallace en train de... Tu sais que je m'étais jamais fait la réflexion, mais tu as raison qu'il y a du Rachid Wallace dans cette photo de Nas. Même la pochette est parfaite. Voilà, je trouve disque incroyable. Prends pas une ride. Je comprends pas comment entre 16 et 18 ans on peut écrire un disque pareil. C'est absolument impensable pour moi. Le deuxième pour moi, pareil, album parfait. What's Going On de Marvin Gaye. C'est un classique, hein, j'apprends rien à personne, mais c'est la perfection même. Tous les morceaux se fondent les uns dans les autres. T'as l'impression que c'est une mixtape avant les mixtapes. Y a du fond, la forme est fabuleuse. Marvin Gaye, c'est voilà, une des voix les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Le troisième, c'est un album de jazz, c'est Love Supreme de John Coltrane. Là, pareil, hein, je fais que des classiques. Il n'y a rien de surprenant dans ce que je sors. C'est mon cousin Jean-Baptiste, à qui je passe le bonjour, qui m'a fait découvrir ce disque que je devais avoir 16 ou 17 ans. Ça a été une claque énorme pour moi, en fait. Tu sais, c'est parfois des disques où tu aimes, mais ou du moins, tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimes, mais tu n'arrives pas à comprendre, en fait. Et moi, ça a été mon introduction, mon entrée dans le jazz, ça a été ça. C'était de me dire, mais il y a quelque chose qui me plaît, mais en même temps, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Il faut que je continue de creuser, et donc cet album pareil, fondateur pour moi. Et si je devais en choisir 2 autres, parce que toi t'en as sorti 5, je pense que je choisirais le disque Sorrow, Tears and Blood de Fela Kuti, qui est peut-être mon artiste préféré au bout du compte. C'est
Je suis un fan inconditionnel de Fela Kuti. La particularité des albums de Fela Kuti, c'est qu'il n'y a que 2 ou 3 morceaux maxi, mais les morceaux durent 12 minutes. Mais voilà, Sorrow, Tears and Blood, c'est vraiment un des disques que je préfère. Et en cinquième, ça serait pas si simple, et je me demande si je prendrais pas l'album de Farside dont je te parlais la semaine Ah oui. dernière, ouais, que je trouve aussi somptueux. Il y a de l'humour, il y a de la réflexion, c'est magnifiquement produit. Donc ça serait soit celui-ci, je pense, soit Beats Rhyme, non, soit pardon, Midnight Marauders de Tribe Called Quest. Ça sera entre ces deux-là, je pense. Ah oui, mais après, c'est sûr que plus on élargit, plus on commence à réfléchir. Là, il va falloir qu'on se pose d'autres questions parce que moi, ça commence à bouillir dans la tête. Je me dis, C'est clair. qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends Thriller ou Purple Rain, tu Ah vois? Est-ce oui, que bah tu oui. prends, voilà, je pense qu'il y a des choses quand même que tu dois. Si c'est toujours cette question, si tu devais présenter en fait, c'est des disques qui nous définissent, tu vois. Moi, ça définit un large panel de la musique un peu instrumentale et contemplative au hip-hop, au reggae, et en passant par le rock le plus velu. Voilà, je pense que c'est des choses dont. Et puis c'est bien, ça nous permet de tourner, d'écouter des choses différentes. Mais c'est vrai quand on se plonge là-dedans, c'est que ce soit souvenir ou autre chose, c'est important. C'est un peu nos doudous, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va peut-être passer à nos coups de cœur de fin d'année, coup de gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme coup de cœur, toi, cette semaine? Comme coup de cœur, écoute, c'est pas une nouveauté, mais c'est une collection de livres en fait qui s'appelle. Alors ça s'appelle. Je sais pas comment on le prononce en fait, c'est 33 un tiers en gros, comme les 33 tours. C'est une Mhm. collection de petits livres qui sont à chaque fois dédiés à des albums. Donc bah, celui-ci c'est sur Farside dont on parlait à l'instant. Il y en a il y en a plein. Il y en a un sur Donuts de Dilla. Enfin ça c'est ceux que j'ai. To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Illmatic, encore une fois de Nas dont on parlait à l'instant. Et le dernier que j'ai c'est Voodoo justement de D'Angelo. Mais il y en a sur tous les styles de musique. Et ça ressemble à quoi dedans? Alors, c'est uniquement du texte, hein, c'est D'accord. que du texte, mais c'est vraiment rentrer en détail dans la construction d'un disque. Ça dépend. Alors, c'est plus ou moins bien fait, je vais être honnête. Ça dépend un petit peu des opus. Celui sur Farside est incroyable parce que, voilà, justement, l'auteur Andrew Borker a été réinterviewé tous les mecs qui ont participé au disque. Donc, en fonction de la manière dont c'est documenté, je trouve que l'intérêt peut être variable. Celui sur Voodoo, pour être super honnête avec toi, Pierre, je l'ai trouvé un petit peu décevant parce qu'il est beaucoup sur l'album, mais vu de l'extérieur. Moi, vraiment, je voulais des anecdotes de studio parce qu'en fait, comme tu le disais, cet album, tu le réécoutes 50 000 fois. Chaque fois, tu vas découvrir un détail de plus dans le mix, un truc que tu n'avais pas fait gaffe, qui est dans le fond du son. T'entends quelque chose que tu n'avais jamais entendu. Mais voilà, cette collection, elle est vraiment incroyable. Il y en a sur tous les styles de musique, donc là, moi, forcément, c'est plus autour de mes goûts personnels, mais il y en a sur le rock, il y en a sur Tribe Called Quest, il y en a sur Public Enemy, enfin là, je reste dans tout ce qui est hip-hop, parce que c'est ceux qui sont au dos des volumes que j'ai, mais c'est vraiment une collection très chouette que je conseille, voilà, 33 un tiers, vous trouvez ça assez facilement hein, sur toutes un peu partout, c'est en anglais, je sais pas si ça a été traduit par contre, donc c'est plutôt pour les anglophones, mais celui sur To Pimp a Butterfly que j'ai pas tout à fait fini par exemple est vraiment hyper intéressant parce que même si celui-ci est de l'extérieur, il y a vraiment une analyse des lyrics de Kendrick Lamar en détail, une remise en contexte un petit peu socio-culturelle qui est assez passionnante. Donc voilà, c'est une collection, donc c'est pas nouveau, mais c'est une collection vraiment que je ne saurais trop recommander. Je connaissais pas du tout. Je vais me plonger là-dedans très très vite. Et Moi, toi, petit qu'est-ce coup, que tu avais dans ta ouais, musette? petit coup de cœur. Alors, c'est marrant parce que moi, c'est pareil. C'est rien de nouveau, voire même assez ancien. Et tout le monde va dire, non, mais attends, tu rigoles. Ça fait bientôt une heure qu'on attend vos coups de cœur et tu me sors ça. Je me suis replongé dans les mangas de l'Attaque des Titans. Et enfin voilà. Je sais pas si tu connais ce manga, si tu as déjà peut-être ou Pas soit du vu tout, non. le dessin animé, soit lu le manga. Et je pense très très honnêtement que c'est la chose la plus extraordinaire dans l'idée, la conception, l'ensemble. Je crois qu'il y a 31 volumes ou 34 peut-être, et 5 saisons de dessin animé, d'animé, pardon. Enfin, c'est le truc, je pense, qui m'a le plus
effaré de ces dernières années que j'ai pu voir ou lire dans ce type de choses. Tout est bien pensé, l'histoire est folle, la symbolique est dingue, surtout encore plus aujourd'hui, sur l'intégration et la peur de l'autre, etc. Et puis le dénouement est complètement dingue, mais surtout c'est même plus épique, c'est-à-dire que voilà, c'est indescriptible. Franchement, je te conseille Je vais aller de découvrir ça. regarder. Ouais. Même si tu le lis pas, mais en tout cas, l'animé est formidable. La musique, enfin, bon, voilà, il faut rentrer dedans, mais alors l'avantage de cet animé, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire, tu rentres dedans tout de suite. C'est-à-dire, échauffement, tip-off, et tu te prends un loop sur la gueule. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas de. On pose d'abord le ballon, on fait les conneries à la Westbrook, on se passe la balle entre les jambes 3 fois. Non, non, c'est tout de suite, on rentre dedans. Donc vraiment l'attaque des Titans. Et je voulais passer un big up à nos copains de Trash Talk qui nous ont vraiment, vraiment fait plaisir en parlant de nous dans l'addition cette semaine. Voilà. Et comme c'est Noël, Bastien avait raison de dire bienveillance. Le basket ne s'arrête pas aux limites du terrain, mais la NBA ne s'arrête pas aux limites de Rivers et de basket session. On a plein de copains qui font des trucs super. Les copains de Trash Talk, évidemment, Erwan et Thomas qu'on embrasse chez First Team. Voilà, il y a toujours d'autres angles d'attaque, d'autres choses qu'on apprend. C'est une communauté très très bienveillante. On se respecte beaucoup et on s'aime beaucoup entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En période de Noël, ils font plein de trucs, ce que font aussi les copains, parce qu'ils font de la grande, grande, grande qualité. Et quand on voit, par exemple, la place qu'a pu prendre First Team ces derniers temps auprès de la NBA et auprès de l'international, bah, putain, on peut être vraiment fier d'avoir des médias français qui explosent tout comme ça. Donc voilà, c'était gros big up à toute cette bande-là, parce qu'elle le mérite et qu'elle. Chapeau, messieurs, ça fait longtemps que vous êtes là en plus, c'est un bon moment et c'est de mieux en mieux. Ouais, carrément. Merci à Simon, notamment, voilà, pour son petit passage vraiment super sympa sur Hoop Culture et sur le CQFR. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Ouais. Et je crois Allez, que tu as moi, un coup de j'ai. gueule cette semaine. Ouais. Ouais, malheureusement, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est un coup de blues plutôt parce que voilà, il y a trois disparitions parmi toutes celles qui peut y avoir, qui peuvent survenir dans une semaine, qui m'ont quand même pas mal marqué. La première, c'est la disparition vraiment surprise de d'Eric Montrose. Pour les gens de notre génération, se rappelleront peut-être, pivot de North Carolina, qui a joué un petit peu en NBA aussi, À disparu. Boston, non. Boston, oui, absolument. Ouais, Boston, disparu très jeune d'un cancer, donc ça c'est toujours dramatique. Il y a l'acteur André Brower, je ne sais pas si tu connais cette série Brooklyn 99. Voilà, il a joué dans tout un tas de choses. Là aussi, une disparition surprenante, ou du moins qu'on n'ait pas vu venir. Et pour finir, un musicien incroyable. Je sais que Pierre, toi aussi, tu étais fan de sa musique, qui s'appelle Amp Fiddler, un musicien de Détroit. Voilà, je ne saurais trop vous recommander son album Afro Strut, notamment, qui est super, multi-instrumentiste, chanteur. J'ai eu la chance et l'occasion de le voir sur scène, incroyable sur scène. Tu sais, le genre de concert où tu ressors avec une banane monstre parce que le mec qui était sur scène, ou enfin le groupe qui était sur scène, a tellement donné de bonheur et d'amour pendant 1 heure et demie, 2 heures, que tu ressors galvanisé. C'était vraiment ça. Et pour ceux qui aiment bien JD, dont on a parlé, enfin Dilla à plusieurs reprises, c'est vraiment l'une des personnes qui ont sans doute été les plus impactantes dans la carrière de JD et de Dilla, dans le sens où c'était l'un des gars qui a ouvert son studio à JD, dans lequel JD a pu apprendre à se familiariser avec la MPC, à toucher aux machines. C'est aussi lui qui a fait la promo de JD, alors qu'il n'était pas du tout connu auprès de Q-Tip de Tribe Called Quest pendant une tournée, où ils étaient ensemble sur une tournée, parce que lui, à l'époque, je crois qu'il était musicien pour George Clinton. Il arrêtait pas de rabattre les oreilles à Q-Tip en disant mais attends, quand on sera à Détroit, je vais faire venir mon pote JD, tu vas voir, c'est incroyable. Et puis Q-Tip, qui était un peu en mode non mais il me casse les pieds avec son gars, qu'est-ce que je peux entendre d'incroyable, moi je suis Q-Tip. Et finalement, claque monstrueuse en entendant les premières prods pardon, de JD. Et donc tous courant. Alors
Dilla, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie, donc il aurait forcément fait carrière, il aurait forcément marché. Mais par contre, tout le pan, en fait, l'accélérateur que ça a été pour lui de bosser avec Tribe Called Quest, bah, c'est grâce à Amp Fiddler. Donc voilà, si vous connaissez pas sa musique, je vous encourage vraiment à aller y prêter une oreille. On mettra des liens dans la Ouais. description. Super, super musicien, quoi. Qui a joué avec Prince, Parliament, qui a été. Questlove a parlé d'un mentor, c'était un claviériste hein, de génie absolu, un homme du jazz, un homme de. Voilà. Et un homme adorable. Moi, j'ai eu la chance d'ouvrir pour lui, de mixer une fois. Il était passé sur. Il m'avait fait un drop, même pour l'émission Hangtime, d'ailleurs, dans chaque générique, on l'entend. Un type avec une voix en plus, une voix sombre, incroyable, et vraiment un personnage éminemment attachant que j'avais vu à Barcelone jouer également dans un festival Sonar, je crois. Il jouait dans l'après-midi. Et pareil, je l'avais appelé pour le saluer. Il était descendu de scène. J'étais avec mon père. On se baladait dans Barcelone. Et il était descendu. Il avait parlé 5 minutes avec nous. Il était en pleine balance. Vraiment un type avec un charisme fou. Il avait une gueule de prince égyptien. Enfin bon, c'était vraiment une perte bien triste, même s'il s'était fait plus discret ces derniers temps, de par sa santé, vraiment un personnage à part. Et souvent, on se rend compte de l'importance des gens aux hommages qu'ils reçoivent. Et là, il en a reçu une vraie pluie d'hommages et c'était 1000 fois mérité. Mais Ouais, j'aimerais bah, savoir quelle est ouais. une des. Parce que les disparitions, tu dis, il y en a eu un paquet cette année, comme chaque année, malheureusement. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que l'autre? Malheureusement, plus on avance, c'est ça qui est dramatique, c'est plus tu vieillis, plus tu vois disparaître tes héros, entre guillemets. Je t'avoue que je me mélange un petit peu maintenant dans les années, donc je ne saurais Hmm. pas t'en sortir une parce que je sais plus. Voilà, les années se mélangent dans ma tête. Toi, il y a quelqu'un qui t'a marqué Ouais, particulièrement? Matthew Perry, ça m'a fait chier. Matthew Ouais. Perry, ça m'a fait chier parce que ça a été des, des potes. Voilà, tu parlais des trucs que tu regardes en boucle. Voilà, les cassettes et les épisodes de Friends qu'on avait quand on arrivait à choper les coffrets en VO. Voilà, j'avoue que j'ai énormément progressé sur mon anglais en regardant en boucle Friends, tu vois. Et en regardant en boucle Seinfeld. Mais Seinfeld, on l'avait pas en cassette, c'était sur des chaînes du câble à l'époque, mais c'est avec Friends, on pouvait les acheter. Et Matthew Perry, ouais, tu as vraiment l'impression de voir partir un pote, enfin, en tout cas, un tout petit bout de toi qui s'en va parce que c'était quand même 10 ans où Friends était incontournable, quoi. Donc voilà, Matthew Perry, mais bon, c'est un parmi tant d'autres, comme tu l'as si bien dit, dans une année vraiment, une fin d'année bien troublée Ouais. à tout niveau. Ouais. C'est clair. Allez, pour histoire de retrouver un petit peu de choses plus réjouissantes, qu'est-ce que tu nous as préparé comme relique cette Bon, semaine? un truc tout simple. Alors, Ouais, je me méfie. tu sais que j'amène toujours des casquettes ou des trucs improbables. Regarde, alors, c'est une casquette Michael Jordan Golf. Elle date de J'adore. 1993, je crois. C'est quand Nike faisait tu vois, c'était le truc Nike Golf. Ouais. Euh, à l'époque voilà, où Jordan faisait beaucoup de golf. Et il avait son propre golf dans la banlieue de Chicago. Quand tu avais la force de frappe de Jordan, mais qu'est-ce que c'est que ce logo, mais éclaté. Mais du Il, coup, ça la rend encore plus culte aujourd'hui, je trouve. il est horrible avec ce ballon de basket mal cousu qui arrive sur un green de golf mal coupé. Enfin bon, horrible, c'est horrible. Mais voilà, on dirait qu'elle est fausse tellement c'est n'importe quoi. Heureusement qu'il y a le Nike derrière pour faire croire que c'est un truc un peu particulier. Officiel. Voilà. J'avais trouvé ça à Chicago en 1995 dans un shop de sport quelconque, puisque à l'époque, c'était Disney. Hein. Aujourd'hui, tu ressortirais tout ça. Je crois qu'on s'évanouirait toutes les 2 secondes. Et toi, qu'est-ce que tu nous apportes? Très belle pièce. Mais écoute, moi c'est l'un des livres sur le basket que j'ai préféré, qui Ah, s'appelle j'ai honte Loose parce que moi, Balls. à chaque fois, je sors des trucs de fringues et tout. Toi, tu nous sors des livres. Bah non, non, bah, non, c'est cool. C'est plutôt cool, justement. On Ça fait un on épisode voit où que on j'aime. claque notre thune, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça, je confirme qu'on voit pas beaucoup les murs chez moi. Donc, ouais, Loose Balls de Terry Super livre. Pluto, livre incroyable sur la ABA. Donc l'American Basketball Association, cette ligue mineure qui avait été créée
vraiment dans l'espoir, dès le départ, en fait, l'espoir, c'est de pouvoir à un moment être, qu'il y ait une merger, que ça se fonde avec la NBA pour récupérer de la thune, en gros. Les histoires sont trop folles. C'est la ligue dans laquelle a commencé Julius Erving, comme vous pouvez le voir sur la couverture, mais aussi George Gervin. Il y a Rick Barry qui est passé. Il y a Will Chamberlain qui est venu coacher. C'est les anecdotes. Si vous avez vu le film Semi-Pro et que ça vous a plu, c'est 15 fois plus dingue, sauf que tout est vrai dans ce livre. C'est écrit de main de maître par Terry Pluto. C'est une mine d'informations, des Ouais, c'est ça. portraits de joueurs haut en couleur. Donc c'est un livre voilà, qui date de 1990. Je remercie énormément mon copain Olivier Richomme, grâce à qui j'ai beaucoup appris sur le basket. C'est lui qui m'a donné qui m'a offert ce livre qui était à lui. Et voilà, tu sais, ça se lit comme tu mets le nez dedans, et même si tu connais pas les joueurs, tu connais pas les équipes, tu peux pas t'arrêter tellement ça te semble dingue, tellement c'est bien C'est raconté. ça. Donc vraiment, je ne saurais trop recommander. Voilà, Loose Balls de Terry Pluto, c'est un bijou de bouquin. Je sais pas si, là encore c'est en anglais, je sais pas si ça a été traduit. J'espère que c'est le cas. Il y a quelques photos vraiment magnifiques. Je sais pas si tu vois celle-ci de Dr. J en plein reverse layup là, Juste, un alors, layback. ça donne énormément de clés déjà de lire ces choses-là sur votre manière de concevoir la NBA, son histoire et son développement. Mais surtout, même si vous n'êtes pas anglophone, attention, c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis c'est pas de la grande littérature dans le sens où c'est pas du Saint John Perse ou c'est pas du Shakespeare quoi, où chaque mot vous allez dans le dictionnaire. Ça se lit quand même parce que vous avez des Ouais. clés, on retrouve plein de termes que vous avez l'habitude d'entendre, surtout si maintenant vous regardez la NBA avec le League Pass, avec les commentaires en VO. Donc, franchement, ne vous dites pas, j'ai pas un anglais exceptionnel, je vais pas lire ça. Au contraire, déjà, ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de le développer. Et de deux, franchement, l'ensemble est toujours, voilà, ça se comprend. C'est pas un truc c'est pas de la physique quantique, quoi. Hein. On parle de sport, hein, n'oubliez pas, et ça s'adresse à tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller lire ces livres, en tout cas les essayer. Peut-être ils sont disponibles sur tout ce qui est sur les plateformes de livres, j'allais dire Numérique, tu veux dire? virtuels, numériques. Ouais. Voilà, sur les iBooks, etc. Donc n'hésitez pas parce qu'ils sont moins chers. Là, les versions comme Athéo, bah, c'est des versions que vous trouvez aux États-Unis quand vous y allez. Mais sinon, d'ailleurs, il faudra qu'un jour qu'ils m'expliquent les Américains, ces livres avec ces pochettes cartonnées et leur couverture, que si tu Que tu enlèves, enlèves la bien sûr. sleeve, Hop. derrière, Et en dessous, derrière, il n'y a rien du tout, quoi. C'est un livre derrière, nu. il n'y a rien du tout. Ah non, non, mais c'est fou. Ouais. Par contre, là, ils se prennent la tête sur la tranche. La tranche, elle est quand même bien comme il faut. Et Mais là, il n'y a rien du tout. la tranche ressemble quand même pas mal à la d'un MOOC. Hein. C'est pas faux, hein. Bah ouais. D'ailleurs, il y a une réédition qu'on a faite avec une surcover. Peut-être que l'influence viendrait de là. L'influence Je pense que viendrait de tu as là. mis le doigt sur un truc. Ouais, ça serait à refaire. En tout cas, ouais. Mais non, mais je partage ce que tu dis. C'est facilement compréhensible. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup Tout à appris fait. l'anglais en lisant des bouquins sur le basket et sur la musique. Donc, c'est Ouais, aussi ouais. une bonne manière Franchement. de s'y Ouais, ouais, mettre. exactement, exactement. Bon, bah voilà, Théo. Et, on va souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, le temps de préparer votre réveillon. Je crois il est temps de vous mettre dans votre repas et dans votre cuisine, de dresser la table, d'accueillir vos familles. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes. Nous, on va se retrouver début janvier. Ouais, ouais, On, absolument. on se prend une petite semaine. Ouais. On se retrouve tranquillement début janvier. Et puis, On merci va encore vous. une fois, hein, parce que c'est vrai, on le disait un petit peu en ouverture, mais merci vraiment de tous les commentaires que vous pouvez nous mettre, positifs, ou même parfois les critiques. C'est toujours super enrichissant et Ça c'est aide à un vrai avancer. plaisir voilà, d'être sur ce rendez-vous avec vous chaque semaine. C'est un vrai kiff, donc merci encore à vous. On va vous mettre bien sûr tout au long des vacances, là, un petit peu chaque jour, des petits posts avec les disques qui nous font avancer, avec les livres que vous devez lire. Voilà, donc comme ça, vous pourrez trouver plein de choses et ça va vous occuper pendant un moment. Voilà. À bientôt. Ciao, Pierre. Salut. Salut.